Pendant son premier service, un jeune médecin se rend compte que ce qui est écrit dans le dossier de la jeune femme dans le coma, à savoir qu'elle est incurable, est peut-être faux. Alors que personne ne le croit, les nouveaux tests qu'il demande en secret révèlent une erreur fatale qui pourrait sauver une vie. Reste avec nous jusqu'à la fin et découvrons ce secret ensemble. Ethan serra fermement la sangle de son sac à dos en traversant la réception de l'hôpital général d'Oaxaca. C'était son premier jour en tant que médecin, son premier boulot. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Sa blouse blanche sentait encore le neuf. Il avait tellement rêvé de ce moment, mais tout lui semblait trop froid. Personne ne souriait, personne ne lui demandait son nom. Un homme à l'air fatigué tendit le bras et lui tendit un bloc-notes avec des papiers, comme s'il lui donnait n'importe quoi. « C'est toi le nouveau ? Je n'ai pas vu ta photo, prends ça. Tu vas au service des terminaux, aujourd'hui. » Il dit ça sans le regarder dans les yeux. Ethan n'eut pas le temps de poser des questions. Il serra juste le plateau dans ses mains, sentant son poids comme s'il s'agissait de plus que de simples papiers. Il se dirigea vers l'ascenseur, mais celui-ci était en panne. Il monta lentement les escaliers. Chaque marche était un défi. Chaque marche semblait plus haute que la précédente. Lorsqu'il poussa la porte du 3e étage, il remarqua une odeur différente. Elle n'était pas forte, mais c'était une odeur sèche, comme celle des médicaments et des vêtements qui avaient été rangés pendant longtemps. La lumière dans le couloir était faible, les murs étaient d'une couleur vieillie. Le temps passait lentement là-bas, ou peut-être ne passait-il plus du tout. La zone des soins palliatifs semblait oubliée. Les sons y étaient indifférents, un bip lointain, un murmure, un soupir fatigué. Ethan marchait lentement, regardant les chambres ouvertes. Il voyait des visages fatigués, des membres de la famille en pleurs, des yeux fermés, des corps immobiles. La peau de certains patients était si fine qu'elle ressemblait à du papier. D'autres étaient remplis de tubes reliés à des machines qui faisaient ce que leur corps ne pouvait plus faire. Il déglutit. Il n'avait jamais été aussi proche de la mort. Ethan fit quelques pas de plus dans la zone terminale. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qu'il devait faire. Il remarqua que presque tous les visages dans les lits étaient ceux de personnes âgées. Certains avaient la peau très fine, marquée par les années. Il y avait un homme aux yeux ouverts, immobile, comme s'il attendait quelqu'un depuis de nombreuses années. Dans un autre coin, une femme dormait, serrant une poupée de chiffon contre sa poitrine. C'était comme si chaque chambre renfermait un secret, une histoire inachevée. Ethan prit une profonde inspiration. Il sentit une boule dans sa gorge. Il voulait faire plus, il voulait comprendre. Mais c'était son premier jour. Personne ne lui avait rien expliqué. On lui avait juste dit d'être là. Quand il entra dans l'une des dernières chambres, son regard se posa immédiatement sur un coin éclairé par la lumière du soleil. La fenêtre était ouverte. Le rideau bougeait lentement dans la brise légère. Et là, sur ce lit lointain, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Une jeune femme, elle ne semblait pas avoir plus de 30 ans. Elle avait des cheveux bruns bouclés étalés sur l'oreiller. Son visage était calme, presque serein, comme si elle était simplement endormie. Mais son corps ne bougeait pas. Ses yeux étaient fermés, ses mains reposaient sur le drap et sa poitrine ne se soulevait que grâce à la machine reliée à son côté. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'avait pas sa place ici. Elle ne semblait pas devoir être là. Il s'approcha lentement. Le bruit de la machine à côté d'elle était le seul signe que le temps continuait de s'écouler. Il prit le dossier, accroché au pied du lit. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il lisait à haute voix. Julieta Valenzuela, 27 ans, tumeur au cerveau, pas d'opération, stade avancé, aucune chance d'amélioration. Il baissa lentement le papier et la regarda à nouveau. Il observa sa peau, ses traits délicats, sa respiration si légère qu'elle était presque imperceptible. Il réfléchit, le cœur lourd. Elle n'a pas l'air d'être en train de mourir. Puis il entendit un bruit, un cri, des gens qui couraient. Une femme dans un état critique venait de mourir. Au cours des semaines suivantes, Ethan fit tout ce qu'on lui disait de faire. Il n'avait pas la possibilité d'exprimer son opinion. Il était nouveau. Il faisait ce qui était écrit sur la feuille. Il lui administrait de la morphine aux heures prévues, changeait la perfusion, notait ses signes vitaux et lisait attentivement les anciens résultats d'examen, même si tout le monde autour de lui était déjà convaincu qu'il n'y avait plus rien à faire. Julieta était considérée comme un cas désespéré. Une tumeur avancée sans espoir, disait-il. Les médicaments étaient trop forts. Parfois, Ethan regardait les flacons et se demandait « Est-ce encore soigné ou est-ce abandonné ?» Personne ne parlait d'espoir, seulement de temps. Combien de temps restait-il
Combien de temps cela prendrait-il? Combien de temps encore les machines continueraient-elles de fonctionner? Pourtant, quelque chose dérangeait Ethan. Il ne pouvait pas vraiment s'éloigner d'elle. Dans les autres chambres, la fin était déjà arrivée. Mais avec Giulietta, c'était différent. Quelque chose ne cadrait pas avec la mort. Son visage ne montrait aucune douleur. Elle était calme. Ses yeux étaient fermés, mais ils semblaient vivants, comme si à l'intérieur, elle était toujours là, ressentant tout. Parfois, Ethan s'asseyait près du lit sans rien dire, restant juste là, observant, écoutant la machine respirer à sa place. Et le silence entre eux était plein de questions. Comment avait-elle fini ici? Se demandait-il. Est-ce que quelqu'un lui parlait? Elle écoutait. Ce qui le touchait le plus, c'était que son visage ne changeait pas, mais ne s'éteignait pas non plus. C'était comme si Giulietta attendait quelque chose, comme si elle pouvait ouvrir les yeux à tout moment. Ce calme n'était pas celui de quelqu'un qui s'en va, mais celui de quelqu'un qui est en pause. Ethan a commencé à remarquer chaque détail, la façon dont ses doigts bougeaient, parfois presque, un muscle de son visage qui tremblait pendant quelques secondes, puis s'arrêtait. De petites choses que personne d'autre ne semblait voir, mais qui comptaient pour lui. Il les notait dans un carnet caché qu'il gardait dans sa poche. Il n'en parlait à personne, il se contentait d'écrire. Au fond de lui, il sentait que quelque chose n'allait pas, très mal même, mais il ne savait pas comment le prouver. La seule chose dont il était sûr, c'est que Giulietta ne quittait jamais ses pensées, pas même une minute. Elle apparaissait dans ses rêves, dans le souvenir de sa sœur qui était restée au village, dans les yeux des gens qu'il voulait sauver, mais qu'il ne pouvait pas. Dans cette partie de l'hôpital où le temps semblait s'être arrêté, Giulietta était le seul signe que peut-être, juste peut-être, la vie était toujours là, attendant tranquillement que quelqu'un y croie. Au cours de la 3e semaine, Ethan se réveilla d'une petite sieste dans l'un des fauteuils de l'hôpital. Sa tête reposait contre la vitre et le soleil brillait doucement sur son visage. Il ressentit une étrange pression dans sa poitrine, une sorte de nostalgie qu'il ne pouvait expliquer avec des mots. Il fouilla dans la poche de son pantalon et en sortit une vieille photo légèrement froissée aux bords usés. C'était Mariana, sa petite sœur, âgée de 12 ans, avec un sourire édenté et les cheveux attachés avec un ruban bleu. Elle était restée au village avec leur mère. Il ne les avait pas vus depuis des mois. Depuis qu'il avait obtenu son diplôme, il n'avait ni le courage ni le temps de rentrer. Il se disait toujours « Je les appellerai la semaine prochaine, je leur rendrai visite le mois prochain ». Mais les jours passaient et il s'éloignait de plus en plus. Il regarda la photo pendant un moment, soupira, la remit dans sa poche et passa la main sur son visage. Puis il se leva, s'étira et se dirigea vers la chambre de Giulietta. Il se tint à la porte et la regarda fixement. Elle était la même, les cheveux bouclés étalés sur l'oreiller, les mains immobiles, les yeux fermés, mais son visage ce jour-là, lui semblait très familier. Ethan entra et s'assit à côté d'elle. Il resta silencieux pendant quelques minutes, puis murmura, comme s'il parlait à quelqu'un qui dormait. « Aujourd'hui, tu ressembles tellement à ma sœur. » Ses yeux se remplirent de larmes. Ce n'était pas seulement les cheveux, c'était ce calme, cette jeunesse, ce sentiment qu'elle avait encore toute la vie devant elle. Mariana avait aussi beaucoup de rêves. Elle voulait être enseignante. Elle parlait sans arrêt. Elle envoyait des messages avec des autocollants et des petites voix amusantes pour le faire rire. Et Giulietta ne disait rien. Mais même si elle était silencieuse, elle avait quelque chose qui lui rappelait Mariana. Une présence douce, une force cachée. Et cela commença à peser sur lui. Un mélange de culpabilité et de peur. Il pensa à sa mère, seule avec sa sœur. Il pensa au nombre de personnes comme Giulietta qui étaient oubliées, laissées dans un coin sans seconde chance. Il posa doucement sa main sur celle de Giulietta. Elle était froide, mais ferme. Il ferma les yeux et parla doucement. Si Mariana était là, elle ferait tout, absolument tout. Et avec toi, ce ne sera pas différent. Ce jour-là, le nœud dans sa poitrine devint une certitude. Il ne pouvait plus continuer à prétendre que Giulietta n'était qu'une patiente parmi d'autres. Elle ne l'était pas. Elle lui rappelait ce qu'il avait laissé derrière lui. Elle lui rappelait qui il était avant que tout ne devienne que travail, horaire et épuisement. Et c'est là, assis à côté d'elle, le cœur serré et le visage baigné de nostalgie, qu'Ethan commença à changer. Il ne savait pas comment ni quand, mais quelque chose en lui avait décidé. Il allait se battre pour elle, même si personne d'autre n'y croyait. La nuit était chaude et lourde, et Ethan se tournait et se retournait dans le lit de la petite chambre qu'il louait près de l'hôpital. Le ventilateur faisait un bruit agaçant, et malgré ça, il n'arrivait pas à fermer les yeux.
Les pensées allaient et venaient comme si quelqu'un frappait sans arrêt à la porte de son esprit. L'image de Giulietta, si immobile, si calme, ne quittait pas son esprit. C'était comme si elle demandait de l'aide. En silence, il regarda l'horloge. 3 heures du matin. Il restait encore plusieurs heures avant le début de son service, mais il ne supportait pas de rester allongé là, à attendre que le temps passe comme si tout était normal. Il attrapa son sac à dos, enfila une chemise et sortit dans les rues désertes, le cœur lourd, marchant rapidement. L'hôpital semblait différent au petit matin, plus sombre, plus froid, plus calme. Il entra par la porte arrière comme quelqu'un qui connaissait déjà chaque recoin. Il monta lentement, marchant doucement jusqu'à atteindre la zone des soins palliatifs. Tout était pareil. Les lumières tamisées, le bruit des machines, le silence pesant. Ethan se dirigea vers sa chambre et poussa la porte avec précaution. Giulietta était là, exactement comme il l'avait laissée, ses boucles éparpillées sur l'oreiller, le visage paisible, la machine à côté d'elle gardant le même rythme. Il s'assit sur la chaise à côté de son lit et la regarda comme s'il attendait une réponse. L'horloge indiquait 3h23 lorsqu'il murmura « Pourquoi une tumeur plongerait-elle quelqu'un dans le coma aussi rapidement ?» C'était la question qui le taraudait depuis le premier jour. Il savait bien sûr qu'il existait des cas similaires. Mais Giulietta ne présentait pas les symptômes typiques. Elle n'avait pas perdu beaucoup de poids. Sa peau était rose, son corps fort. Et plus il lisait, plus les tests lui semblaient étranges. Il posa son coude sur son genou, sa main couvrant sa bouche, plongée dans ses pensées. Quelque chose ne collait pas, quelque chose n'avait pas de sens, et il ne pouvait plus l'ignorer. « Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui s'en va », dit-il à voix basse en regardant ce visage immobile. Il resta là pendant plus d'1 heure. L'hôpital était endormi, mais il écrivit dans le petit carnet qu'il avait dans sa poche. Battements trop rapides, corps en bonne santé, yeux légèrement humides, visage calme. Enquêter sur la cause réelle. C'était comme si une étincelle s'était allumée en lui. Et dans le silence de ce petit matin, alors que tout le monde dormait, Ethan comprit qu'il ne pouvait plus faire semblant qu'il s'agissait d'un cas comme les autres. Il devait faire quelque chose. Et il allait commencer dès maintenant, même si personne ne le croyait, même si on le traitait de fou. Il se leva de sa chaise, prit une profonde inspiration et la regarda une dernière fois avant de quitter la chambre. « Je vais découvrir ce qui ne va pas chez toi, Giulietta. Et si j'ai raison, tu souriras à nouveau. » Le matin arriva à l'hôpital. Il n'avait pas bien dormi, mais il sentait une force différente en lui. Il enfila son manteau comme s'il s'agissait d'une armure et se rendit directement à la salle d'études. Il devait agir. Il ne pouvait plus attendre que quelqu'un d'autre fasse pour Giulietta ce qu'il estimait devoir faire. Sans en parler à personne, il préleva un échantillon de son sang. Il le fit avec précaution, comme on le lui avait enseigné lors de ses premiers semestres à l'université. Il regarda Giulietta, qui était allongée, immobile, comme si elle lui demandait la permission du regard. Et silencieusement, d'une main sûre, il fit ce qu'il savait faire. « Aide-moi à t'aider », murmura-t-il comme si elle pouvait l'entendre. Il prit l'échantillon et se rendit directement au laboratoire. Le technicien qui le reçut le regarda d'un air soupçonneux. Ce patient en phase terminale, Ethan se contenta d'acquiescer. « Je veux juste confirmer quelque chose. » Il attendit le résultat comme on attend une réponse de la vie. Assis sur un banc métallique, les coudes sur les genoux et le visage dans les mains, il repensa à tout ce qu'il avait ressenti depuis qu'il avait rencontré Giulietta. Quelque chose en lui disait qu'elle était vivante à l'intérieur, prisonnière d'un corps qui pouvait encore réagir. Il devait le prouver, ne serait-ce que pour lui-même. Quelques heures plus tard, les résultats arrivèrent. Ethan ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, lut ligne par ligne et resta assis là, immobile, sans vraiment comprendre. Tout était normal, aucune infection, aucune altération, aucun signe d'inflammation, rien qui suggérait que son corps était attaqué par quelque chose d'aussi grave qu'une tumeur cérébrale avancée. Tous les niveaux étaient normaux, trop normaux. Il resta debout en silence pendant quelques minutes, les yeux rivés sur les chiffres, la gorge serrée. Comment était-ce possible ? Dans le couloir, il croisa 2 médecins plus âgés et tenta de leur expliquer. « J'ai refait la prise de sang de la patiente de la chambre 34. Tout est normal. Rien ne justifie le coma. » L'un d'eux rit doucement et secoua la tête avec pitié. « Ethan, tu as encore beaucoup à apprendre. Une tumeur cérébrale ne se voit pas comme ça dans une prise de sang. C'est grave. Accepte-le, mon garçon. Parfois, on les accompagne simplement jusqu'à la fin. C'est plus facile. » L'autre lui a mis la main sur l'épaule et lui a dit « J'étais comme toi, plein d'espoir, mais tout n'a pas de réponse ici. Fais ton boulot, c'est tout. » Ethan a juste hoché la tête. Il n'a rien dit d'autre, mais à l'intérieur, c'était comme si quelque chose avait explosé. Car à ce moment-là, il a compris.
Ce n'était pas une question d'expérience, c'était une question de voir ce que les autres ne voulaient pas voir. Ce n'était pas laisser quelqu'un seul parce que tout le monde avait déjà abandonné. Il retourna dans la chambre de Giulietta, s'assit à côté d'elle et lui tint fermement la main. « J'ai vu les résultats des tests, Giulietta, tout est normal. Quelque chose ne va pas dans tout ça et je vais découvrir ce que c'est. Tu n'es pas seul. » Ce jour-là, il a cessé d'être juste un nouveau médecin. Il est devenu le seul à croire encore que Giulietta pouvait s'en sortir. Le lendemain, Ethan s'est rendu directement au service de neurologie, les résultats des examens à la main et le cœur battant à tout rompre. Tout au long du trajet, il a répété ce qu'il allait dire. Il voulait être ferme, mais respectueux. Il voulait qu'il l'écoute, qu'il prenne au moins sa proposition en considération. Il ne s'agissait pas d'avoir raison, il s'agissait d'une vie. Il frappa à la porte du bureau du docteur Renata, la chef du service de neurologie. C'était une femme expérimentée, connue pour son sérieux et son franc-parler. Elle n'aimait pas les belles paroles, mais elle n'était pas injuste non plus. Ethan prit une profonde inspiration avant d'entrer. « Docteur, j'ai besoin de vous parler. C'est à propos de la patiente en phase terminale dans la zone 34. Elle n'a même pas levé les yeux de ses papiers. La fille dans le coma. Tumeur au cerveau. Je connais déjà le cas. Que se passe-t-il » Ethan lui tendit l'enveloppe contenant les résultats des analyses sanguines. « J'ai refait les analyses moi-même. Il n'y a rien, docteur, rien. Tout est normal. Je ne comprends pas. Elle est en vie. » Son corps réagit comme s'il était en bonne santé. Elle a pris le papier, l'a regardé pendant quelques secondes, puis l'a mis de côté comme s'il s'agissait d'une ordonnance parmi d'autres. Ethan, les premiers tests ne mentent pas. L'image de la tumeur est là, grosse et inopérable. On ne va pas donner de faux espoirs. Ça ne fait que retarder le processus. Et s'il y a une erreur, j'ai lu les rapports, j'ai vu les images, et quelque chose me semble bizarre. Elle leva les yeux, sérieuse. « Tu es encore nouveau, Ethan. Je comprends ce besoin de vouloir sauver tout le monde. On passe tous par là, mais ici, on fait face à la réalité. Les examens sont là. Accepte-le. » Cette jeune femme n'en a plus que pour quelque temps. Elle fit une pause, puis ajouta, presque tristement, le regard triste. Quelle belle pitié. Si jeune, Ethan eut l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Il avait envie de crier, mais il se retint. Il réprima son envie de tout dire. Il savait que s'il disait quoi que ce soit d'autre, cela pourrait paraître irrespectueux. Il baissa les yeux, serra le papier dans sa main et quitta le bureau en silence. Dans le couloir, il s'arrêta un instant et prit une profonde inspiration. Il regarda le papier froissé. Ce qui y était écrit n'était pas un mensonge. Mais ça n'expliquait pas non plus ce qu'il voyait dans les yeux fermés de Giulietta. Ça n'expliquait pas la vie qu'il sentait encore en elle. Il retourna dans sa chambre, la regarda pendant plusieurs minutes, puis s'assit et dit d'une voix brisée. « Ils disent qu'il faut juste attendre la fin, mais je n'y crois pas. Je n'ai jamais vu personne mourir avec toi. Je connais ce regard, mais le tien est toujours là. » Il ferma les yeux un instant, retenant l'émotion qui faillit le submerger, et ajouta « Je ne vais pas l'accepter, même si je dois le faire seul. » Ethan passa le reste de la journée dans un état d'esprit agité. Il arpentait les couloirs comme s'il cherchait quelque chose, mais en réalité, ce qu'il voulait, c'était trouver un moyen de sortir de tout ça. Au fond de lui, il sentait qu'il était confronté à une erreur, et que cette erreur avait peut-être coûté la vie à quelqu'un qui pouvait encore revenir. Cette nuit-là, il profita d'un moment de silence dans l'hôpital pour se rendre aux archives. Il ne demanda pas la permission, il ne voulait plus entendre un seul mot. Il n'entra pas lentement, il alluma la lumière et commença à fouiller dans les tiroirs où étaient conservés les anciens tests. Les dossiers portaient des dates et des étiquettes de travers. Certains étaient couverts de poussière. Après presque une demi-heure de recherche, il trouva ce qu'il cherchait. Les premiers rapports et images du cas de Giulietta. Il s'assit à la table, le cœur battant. Il ouvrit tout lentement, comme s'il touchait un secret. Il prit d'abord l'image du scanner original. La tumeur supposée y était marquée au stylo bleu, avec des flèches et des notes. Puis, il ouvrit l'image la plus récente, datant de la semaine dernière. Il compara les deux. Au premier abord, elles semblaient identiques, mais quelque chose clochait. Il fronça les sourcils, plissa les yeux, revint à la page précédente et regarda à nouveau. Il y avait quelque chose d'étrange. Les ombres sur le scanner avaient une forme qui se répétait beaucoup, comme si quelqu'un avait utilisé la même image plusieurs fois, la même coupe, le même angle, même les petites taches autour étaient identiques. C'était comme si l'ancienne image avait été collée sur la nouvelle. Il prit une règle en plastique et mesura les détails, les mêmes tailles, les mêmes distances.
Il prit une profonde inspiration. Il sentit un frisson le parcourir. « Ça ne peut pas être vrai », marmonna-t-il. Il vérifia à nouveau. Il regarda les données imprimées dans le coin de l'image. Quelque chose attira son attention. Le code de l'examen était très similaire à celui d'un autre patient qu'il avait vu quelques jours auparavant. Une femme de 80 ans qui était décédée la même semaine. Il sentit un coup au cœur. Non, ce n'est pas possible. Il se leva brusquement de sa chaise et regarda autour de lui comme si le monde s'était arrêté. Ses mains tremblaient, son visage était en feu, les images étaient fausses. Il n'avait aucun doute. Ce scanner n'était pas le sien, Ethan en était sûr. Giulietta était là à cause d'une erreur, une grave erreur, une erreur qui aurait pu les amener à éteindre les machines et à mettre fin à la seule chose qui lui restait, sa vie. Il pressa les examens contre sa poitrine et ferma les yeux un instant. Il le savait, il le sentait. C'était impossible qu'elle soit en train de mourir. Pas comme ça. Cette nuit-là, Ethan ne dormit pas et ne se reposa pas, car il avait désormais ce qu'il lui fallait pour prouver que Giulietta n'était pas une cause perdue, qu'elle était une victime, et que, pour une raison qu'il ne comprenait toujours pas, il était le seul à vouloir le voir. Ethan passa la journée avec les images dans son sac à dos et un poids sur la poitrine. Il était sûr de ce qu'il avait vu. Ce n'était pas juste un soupçon, c'était une preuve, mais personne ne le croirait. Il venait juste d'avoir son diplôme. Pire encore, s'il essayait de faire ce qu'il avait en tête sans autorisation, il pourrait même perdre son boulot. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Chaque fois qu'il voyait Giulietta allongée là, immobile, son cœur se serrait. Elle ne le savait pas, mais il se battait déjà pour elle. Et maintenant, il allait jusqu'au bout. Le soir même, il se connecta à Internet depuis son téléphone portable et chercha des cliniques dans la région qui pratiquaient des scanners. Il en trouva une petite dans un quartier éloigné, ouverte 24 heures sur 24. Il a appelé, expliqua-t-il rapidement, un peu nerveusement. À l'autre bout du fil, une réceptionniste répondit. Sans ordonnance médicale, l'examen est cher, docteur, et uniquement en espèces. Mais si vous l'amenez demain, nous le ferons sans rendez-vous. Oh, Ethan l'a remercié et a raccroché. Il est allé voir le médecin qui effectuait les examens à l'hôpital. Il lui a dit qu'il voulait aider une patiente, mais que personne n'acceptait les nouveaux examens qui provenaient de cliniques privées et qu'il devait l'emmener là-bas, mais sans ordonnance médicale, ce qui impliquait de faire appel à la famille. Il a dit au médecin qu'il paierait lui-même, que personne ne devait le savoir et que son seul but était de sauver une vie. Le médecin n'a vu aucun problème à aider à sauver une vie, mais lui a facturé les heures supplémentaires et le test effectué en cachette. Il a quitté le cabinet heureux, mais inquiet pour l'argent. Il a regardé son poignet. La montre de fin d'études brillait toujours. Elle était simple, mais très précieuse. C'était un cadeau de sa mère, le jour où il a obtenu son diplôme. Son nom était gravé au dos. « Pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens. Avec tout mon amour, maman. » Il retira délicatement la montre et la regarda fixement pendant un moment. Il se souvint immédiatement de l'étreinte de sa mère, de l'excitation de ce jour-là, de la fierté dans ses yeux. Mais il se souvint aussi de quelque chose qu'elle disait toujours. « Le bien que tu fais ne se perd jamais. » Le lendemain, avant le lever du soleil, Ethan prit la montre et se rendit en ville. Il trouva un prêteur sur gage qui était sur le point d'ouvrir. Il entra d'un pas décidé, sortit la montre de sa poche et la posa sur le comptoir. « Combien me donnerez-vous pour ça ?» L'homme l'examina, tordit la bouche, ajusta sa loupe. 100, 120 au maximum. Elle est en bon état, mais elle est usagée. Donnez-la-moi, j'en ai besoin. Maintenant. Il quitta le magasin, l'argent serré dans sa main. Il retourna à l'hôpital. En dehors de ses heures de travail, il mentit en disant qu'il s'agissait d'un test urgent demandé par un autre médecin. Quelques minutes plus tard, il rencontra le médecin, lui donna secrètement l'argent et le médecin lui dit de l'attendre dans la salle à manger, qu'il viendrait le chercher là-bas quand il aurait terminé, qu'il ne devait pas se rendre dans la salle d'examen afin de ne pas éveiller les soupçons. Il est monté à la cafétéria vide et s'est assis seul à une table. 40 minutes plus tard, l'homme est arrivé, s'est assis à la table et lui a tendu une enveloppe brune. Il a fait semblant de ne pas remarquer, s'est levé et est parti. Ethan a aussi fait semblant de ne pas remarquer et s'est levé peu après. Ethan a gravi les escaliers de l'hôpital, l'enveloppe serrée dans ses mains. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Le monde autour de lui était pareil. Les gens marchaient, les infirmières se parlaient doucement, les brancards passaient, mais à l'intérieur, tout était sens dessus-dessous. Il est entré dans une pièce vide, a fermé la porte à clé, a sorti le rapport de l'enveloppe avec des mains tremblantes et a étalé les pages sur la table.
Ses yeux ont lu les lignes, chiffre par chiffre, image par image. Il l'a lu une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Devant lui se trouvait ce à quoi personne ne s'attendait. Il n'y avait ni tumeur, ni masse, ni ombre. Le cerveau était sain, complètement sain. Il laissa tomber les papiers sur la table, porta ses mains à sa tête, fit les 100 pas, les yeux écarquillés, respirant bruyamment. Il ne pouvait ni parler, ni penser. L'image de Giulietta, allongée là, immobile depuis des jours, pensant qu'elle était condamnée. Et maintenant ça, ce n'est pas possible, dit-il doucement, répétant ces mots encore et encore. C'était un miracle, c'était une erreur, c'était quelque chose qu'aucun livre ne pouvait expliquer. Il ne savait pas. Il savait seulement que Giulietta ne devrait pas être là, traitée comme un corps sans avenir. Sans réfléchir à deux fois, il quitta la pièce et se rendit directement à l'étage de neurologie. Il traversa les couloirs sans s'arrêter. Il monta 2 étages comme s'il courait pour sauver quelqu'un. Il frappa fort à la porte du bureau du docteur Renata. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle ouvrit, surprise. Ethan. Il entra sans demander la permission. « Regarde ça !» Il jeta le rapport sur son bureau d'une voix ferme mais tremblante. Son visage était rouge, ses yeux remplis de rage et de peur. « J'ai payé pour ça. J'ai refait l'examen. Un nouveau scanner. Regarde par toi-même. » Elle a attrapé les papiers, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire lentement. Ethan faisait les 100 pas, respirant profondément. « La tumeur a disparu, docteur. Elle s'est volatilisée. Oh, peut-être qu'elle n'a jamais existé. Elle est dans le coma. Oui, mais pas à cause de ça. Et si c'était une erreur? Et si elle était restée en vie par erreur, sous sédatif, oubliée? Elle est jeune, elle a une vie, elle a une famille, c'est pas normal, c'est grave. Soit on a fait une énorme erreur, soit un miracle s'est produit. » Le docteur est resté silencieux. Pendant 1 seconde, ses yeux ont cherché les siens. Le papier tremblait dans sa main, elle n'a rien dit tout de suite. Et Ethan a ajouté « Je ne sais qu'une chose, si on continue à traiter cette fille comme si elle était morte, on va tuer une personne vivante, et je ne laisserai pas ça arriver. » Elle s'arrêta de marcher, prit une profonde inspiration et, d'un ton plus calme, presque comme une supplication, dit « Aidez-moi à la sauver avant qu'il ne soit trop tard, s'il vous plaît. » Les seuls bruits dans la pièce étaient ceux de la climatisation et le son doux de sa respiration, mais à ce moment-là, une nouvelle vérité commençait à émerger. Et Giulietta avait peut-être une nouvelle chance. Tu vois, cet après-midi-là, l'hôpital a été plongé dans le chaos. La nouvelle s'est répandue dans les couloirs comme un vent violent avant une tempête. Les médecins se sont précipités hors des chambres. Les infirmières chuchotaient entre elles. Les directeurs ont été appelés en urgence. Personne ne savait comment réagir. Une erreur aussi grave. Personne ne voulait y croire. Mais maintenant, c'était là, clair, entre les mains d'un médecin fraîchement diplômé qui voulait juste comprendre pourquoi une jeune femme si pleine de vie était laissée pour morte. Le docteur Renata a réuni l'équipe. Ils se sont enfermés dans une pièce avec des piles de tests, de rapports et de dossiers. Ethan se tenait à l'écart, serrant contre lui le nouveau scanner de Giulietta. L'atmosphère était tendue, pesante. L'un des médecins les plus âgés, ses lunettes glissant sur son nez, a ouvert le dossier d'examen original et a commencé à le comparer au nouveau. « Il y a quelque chose qui cloche ici », a-t-il murmuré. « Ça, ici », a dit un autre, en montrant les codes dans le coin inférieur. « Ce numéro n'est pas le sien. Regarde la date. Si tu le mets dans le système, un autre nom apparaît. » Ils commencèrent à vérifier les dossiers un par un, puis, dans un silence rempli de peur, la confirmation arriva. La tumeur était réelle, mais elle n'appartenait pas à Giulietta. Elle appartenait à une autre patiente, une femme nommée Teresa Duarte, 78 ans, qui avait été admise le même jour que Giulietta dans la chambre voisine. Les tests avaient été effectués à quelques minutes d'intervalle, mais les noms avaient été placés dans les mauvais dossiers. Teresa était décédée le jour où Ethan était arrivé à l'hôpital, et Giulietta était dans le coma pour des raisons encore inconnues, mais ce n'était pas à cause d'une tumeur, ce n'était pas à cause de quelque chose d'irréversible. Tout l'hôpital était sous le choc. L'infirmière en chef a mis ses mains sur sa tête. L'un des médecins s'est assis sur une chaise et est resté silencieux, les yeux fixés sur le sol. « C'est inacceptable », a dit quelqu'un. « Comment avons-nous pu laisser ça arriver ?» Ethan, les yeux remplis de larmes, n'a pas crié, ne s'est pas plaint, il a juste baissé la tête et a dit à voix basse qu'elle aurait pu mourir à cause de ça et que personne ne l'aurait remarqué. Ils ont commencé à revoir les documents, à changer les mots de passe et les protocoles, et à afficher des règles sur les murs.
Mais Ethan se fichait des sanctions. Il ne pensait qu'à Giulietta. Il quitta la pièce, traversa le couloir d'un pas décidé et se rendit dans sa chambre. Il s'arrêta devant la porte, prit une profonde inspiration et entra. Il marcha lentement vers le lit. Il la regarda avec des yeux pleins d'émotion. Il lui prit la main et dit doucement « Je le savais, je le sentais. Tu es là maintenant, et maintenant, tout va changer. » Il resta là un moment, tenant simplement sa main, et dans ce contact silencieux, plein de vérité, il y avait la promesse qu'à partir de cet instant, Giulietta ne serait plus traitée comme quelqu'un sans espoir, car maintenant tout le monde savait qu'elle n'était pas en train de mourir, elle attendait simplement que quelqu'un croie en elle. Ethan quitta la réunion les jambes tremblantes. Il avait l'impression que le sol allait s'effondrer sous ses pieds. Tant de choses s'étaient passées en si peu de temps. L'erreur confirmée, la vérité découverte, l'hôpital sous le choc. Mais ce qui lui faisait le plus mal au cœur, c'était de penser à tout ce que Giulietta avait enduré. Silencieuse, inconsciente, dans un lit froid, tandis que le monde extérieur continuait comme si elle était déjà partie. Il marcha lentement dans les couloirs. La zone des terminaux était silencieuse comme toujours, mais ce silence semblait différent. Ce n'était plus le silence de la faim, mais celui de l'attente. C'était comme si le temps retenait son souffle, espérant avec lui. Lorsqu'il entra dans la chambre, il resta un instant à la porte. Le soleil brillait à travers la fenêtre, illuminant doucement les cheveux de Giulietta. Elle était toujours la même, mais elle lui semblait différente. Elle était toujours en vie, attendant que quelqu'un lui tienne la main. Il s'approcha lentement, comme si le sol était en verre, tira une chaise, s'assit à côté d'elle et prit sa main dans les siennes. Il la serra doucement, comme s'il tenait quelque chose de fragile, mais de précieux. Les yeux d'Ethan étaient remplis de larmes, mais il n'essayait plus de les cacher. Il avait la poitrine serrée et une boule dans la gorge qui l'étouffait presque. Il dit doucement, la voix brisée, « Pardonne-moi », dit-il en baissant la tête et en posant son front sur sa main. « Pardonne-moi d'avoir mis si longtemps à comprendre, de ne pas avoir été capable de le faire avant, mais maintenant je sais. Maintenant, j'en suis sûr. » Il releva la tête et la regarda, les larmes coulant librement. « Ils t'ont promis que c'était la fin, mais ils avaient tort. Ils ont failli te nous enlever, mais je suis là, je suis resté. Je ne vais pas te quitter. » Il fit une pause, prit une profonde inspiration et dit de tout son cœur, « Je te le promets, je vais te sortir d'ici vivante, avec dignité, avec espoir. » Sa main resta immobile, mais Ethan sentit que quelque chose en elle l'écoutait, peut-être pas avec ses oreilles, mais avec son âme. Et dans cette promesse murmurée à travers les larmes, il y avait une vérité si profonde, si pleine d'amour et de courage, que la pièce semblait plus lumineuse, plus chaleureuse. Il essayait de rester là avec elle pendant un moment, lui tenant simplement la main, comme s'il tenait une vie, comme s'il tenait un miracle sur le point de s'éveiller. L'horloge de l'hôpital indiquait presque 18 heures lorsque la porte de la chambre s'est ouverte lentement. Ethan, qui était toujours assis à côté de Giulietta, lui tenant la main, leva calmement les yeux. 2 personnes apparurent dans l'embrasure de la porte. Une femme au visage fatigué mais tendre, et à côté d'elle, une petite fille aux cheveux attachés avec un ruban rose, portant un sac à dos coloré. « Excusez-nous » dit la femme à voix basse. « Nous sommes la famille de Giulietta. Ils nous ont appelés pour venir et nous ont expliqué qu'il y avait eu une erreur dans les tests. » Ethan se leva immédiatement, essuya discrètement ses larmes et essaya de sourire, mais ses émotions l'empêchèrent de tout cacher. « Vous êtes sa mère et sa sœur. » La femme acquiesça, regarda sa fille dans son lit et retint ses larmes. « Je m'appelle Clara et voici Camilla, la petite sœur de Giulietta. » Camilla s'avança, serrant son sac à dos contre sa poitrine. « Êtes-vous le médecin qui s'occupe de ma sœur ?» a-t-elle demandé, les grands yeux pleins de curiosité. Ethan s'est accroupi pour se mettre à sa hauteur. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Ethan. Et laissez-moi vous dire une chose. Votre sœur est très forte et vous ressemble beaucoup. » Camilla a esquissé un petit sourire. Clara aussi. L'ambiance dans la pièce a changé. Elle est devenue plus légère, comme si une brise agréable était entrée avec elle. Ethan sortit 2 chaises et les invita toutes les 2 à s'asseoir. Ils commencèrent à discuter. Clara raconta des anecdotes sur Giulietta lorsqu'elle était enfant. Elle dit qu'elle adorait cuisiner, que dès son plus jeune âge, elle inventait des recettes avec tout ce qu'elle trouvait dans le réfrigérateur. Camilla rit en se rappelant le jour où sa sœur avait essayé de faire un gâteau aux haricots et avait failli faire exploser le four. « Elle est un peu folle, n'est-ce pas ?» dit la jeune fille en souriant. « Un peu », répondit Ethan en riant aussi. « Mais c'est le genre de folie qu'on aime avoir autour de soi. » Le temps passa très vite.
Ethan avait l'impression de connaître cette famille depuis des années. La mère avait une façon de parler calme, comme quelqu'un qui avait vécu une longue vie. Camilla était douce, intelligente, avec une étincelle particulière. Tous les trois, discutant avec Giulietta, semblaient former un cercle d'amour autour d'elle. Soudain, Camilla ouvrit son sac à dos et en sortit un morceau de papier plié. C'était une chanson que Giulietta lui chantait la nuit quand elle n'arrivait pas à dormir. « Je peux la lui chanter ?» demanda-t-elle, l'air déterminé. Ethan et Clara ont acquiescé. Camilla a commencé à chanter doucement, une mélodie simple et douce. Sa voix tremblait au début, mais elle est devenue plus forte. C'était comme si elle disait à sa sœur « Je suis là, reviens ». Et puis c'est arrivé. Giulietta a légèrement bougé la tête, presque imperceptiblement, mais Ethan l'a vu, tout comme Clara. Camilla a arrêté de chanter et est restée là, bouche bée, incapable d'y croire. « Elle a bougé, maman », dit-elle en tirant le bras de sa mère. Clara se leva brusquement. Ethan s'approcha. Les yeux de Giulietta étaient toujours fermés, mais des larmes coulaient maintenant sur ses joues. « Elle pleure », dit Ethan, la voix brisée. Camilla a posé sa main sur la poitrine de sa sœur et a murmuré « Je savais que tu m'écoutais ». Le silence est revenu dans la pièce, mais ce n'était plus un silence triste, c'était un silence plein d'espoir. Au début, Ethan a senti son cœur battre vite, et à ce moment-là, entourée d'amour, Giulietta a donné le premier signe qu'elle revenait. Les jours qui ont suivi n'avaient rien à voir avec ce que cette pièce avait connu auparavant. Il n'y avait plus le silence de la faim. Ethan et Camilla commencèrent à créer une routine rien que pour eux, une nouvelle façon de parler à Giulietta comme si elle se reposait simplement, et non pas prisonnière d'un coma. Chaque matin, Camilla arrivait avec son sac à dos et une pile de papier plié. Il s'agissait des paroles des chansons que Giulietta aimait, des paroles qu'elle avait écrites elle-même, des histoires inventées et des nouvelles qu'elle lisait sur le téléphone portable de sa mère. Ethan était toujours là, une tasse de café à la main et les yeux pleins d'espoir. « Il y a des nouvelles aujourd'hui, Giulietta », disait-il. « Une femme a gagné à la loterie et a oublié son ticket dans le frigo. Tu imagines ?» Camilla riait, s'asseyait à côté du lit et se mettait à chanter. Parfois, elle chantait faux. Parfois, elle pleurait au milieu de la chanson. Mais elle ne s'arrêtait pas. C'était comme si sa voix transmettait l'amour de toute la famille à l'oreille de Giulietta. « Si tu écoutes attentivement, ma sœur, tu te souviendras de notre chanson, celle qu'on a inventée dans le jardin. Tu t'en souviens ?» Elle chantait et tenait doucement la main de sa sœur. Et Ethan racontait des histoires de l'hôpital, à quel point il était désorienté les premiers jours, comment il avait failli s'évanouir lorsqu'il avait fait sa première injection. « Camilla a tellement ri de moi qu'elle a failli réveiller tout l'étage », disait-il en riant aussi. Les yeux de Giulietta étaient toujours fermés, mais elle était différente. Son corps ne semblait plus aussi immobile, sa peau était plus rose. Et puis, un jeudi après-midi chaud, ça s'est produit. Camilla terminait une chanson et Ethan arrangeait les oreillers quand il a remarqué quelque chose de petit. Les yeux de Giulietta, bien que fermés, semblaient bouger comme si elle rêvait, comme si une partie d'elle voulait se réveiller. « Camilla, regarde ses yeux », murmura Ethan, le cœur battant à tout rompre. La jeune fille s'approcha et ouvrit grand les yeux. Elle bouge. Et comme si cela donnait du courage au corps de Giulietta, les doigts de sa main droite bougèrent très lentement, un puis l'autre, comme s'ils essayaient d'atteindre quelque chose. Ethan s'effondra sur la chaise, incapable de dire un mot. Il se couvrit la bouche avec ses mains, ses yeux se remplirent de larmes. C'était réel. Elle revenait lentement, mais elle était là. « Giulietta, tu es là, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, la voix brisée. « Je savais que tu entendrais. » Camilla pleura et rit en même temps. « On ne va pas s'arrêter, d'accord ? On va chanter jusqu'à ce que tu ouvres les yeux et que tu nous grondes parce qu'on chante faux. » Et là, dans cette pièce pleine d'amour, d'espoir et de musique, Giulietta a commencé à revenir. Chaque clignement invisible, chaque petit mouvement était une réponse, un signe. Et Ethan, qui s'était battu contre tout et tout le monde, voyait maintenant de ses propres yeux que cette vie avait encore tant à offrir. Ce soir-là, après le départ de Camilla et de sa mère, Ethan est resté un peu plus longtemps, assis à côté de Giulietta. La pièce était silencieuse. Seul le doux bruit des machines et du vent qui agitait les rideaux se faisait entendre. La lumière du couloir pénétrait par la fente de la porte et rendait l'atmosphère plus calme. Il la regardait et ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui venait de se passer. Elle clignait des yeux, bougeait les doigts, répondait. Même si c'était minime, c'était un signe clair que Giulietta était toujours là, vivante, et qu'elle se battait. Ethan allait essayer de rester fort, mais son cœur était trop lourd. Il s'est lentement levé de la chaise,
a serré les lèvres et a quitté la chambre. Il a marché dans les couloirs vides jusqu'à ce qu'il trouve les toilettes au bout, celles que presque personne n'utilisait. Il est entré, a fermé la porte et s'est appuyé contre le mur froid. Les larmes ont jailli, il a glissé sur le sol, s'est assis près de la porte, a serré ses genoux contre lui et a pleuré. Il a pleuré pour tout ce qu'il avait enduré pendant des semaines, pour l'angoisse de ne pas être entendu, pour ne pas savoir s'il avait raison, pour le courage qu'il avait dû rassembler, même si tout lui disait d'abandonner. Il a pleuré pour Giulietta, pour l'injustice qu'elle avait subie et surtout pour l'espoir qui revenait maintenant. D'une voix basse, presque inaudible, il se dit « Tu vas vivre, tu dois vivre ». L'image de ses clignements de yeux lui revint à l'esprit comme dans un film. La larme qui coulait de ses yeux, le mouvement de ses doigts, cette petite réaction qui, pour n'importe qui d'autre, n'aurait été qu'un réflexe, mais qui, pour lui, signifiait tout. C'était la vie. Il passa ses mains sur son visage, essaya de respirer profondément, mais c'était difficile, car la joie était accompagnée de peur. Et si tout s'arrêtait là? Et si elle ne dépassait pas ce stade? Mais Ethan ne laissa pas ses pensées s'amplifier. Il devait y croire. Elle avait besoin de lui, entier, avec foi et courage. « Je l'ai promis », murmura-t-il, « et je ne romps pas mes promesses. » Il resta là quelques minutes de plus, puis se leva, se lava le visage, se regarda dans le miroir, les yeux encore rouges, et partit. Il retourna dans sa chambre. Il s'assit sur la même chaise que d'habitude, lui prit à nouveau la main et dit d'une voix ferme, comme s'il faisait une promesse. « Je suis là, et je ne partirai pas tant que tu ne te seras pas réveillée, et que tu ne m'auras pas dit de me taire. Tu vas vivre, Giulietta. Je crois en toi plus que jamais. » Les jours passaient, et Ethan n'avait plus ni emploi du temps, ni routine. L'hôpital était devenu sa maison, le service des soins palliatifs son univers. Il ne le quittait pour rien au monde, ne se rendant sur la chaise dans le couloir que lorsque son corps n'en pouvait plus. Il dormait sur le côté, recroquevillé, la tête penchée en avant, et même ainsi, au moindre bruit provenant de la chambre, il se réveillait immédiatement, prêt à courir vers Giulietta. Pendant la journée, sa mère et la petite Camilla restaient dans la chambre, apportant des fleurs, jouant de la nouvelle musique, accrochant des photos au mur, lisant des extraits de livres et racontant les potins du quartier, comme si Giulietta pouvait tout entendre. « Ma sœur, la voisine est encore tombée de vélo, » dit Camilla en gloussant. « Je sais que tu es là et que tu essaies de ne pas rire. » Sa mère, les yeux toujours remplis de larmes, était assise à côté d'elle, lui caressait les cheveux et lui parlait doucement. « Quand tu reviendras, on mangera ce gâteau que tu fais, celui à la cannelle et à la cajeta. Tu te souviens ?» Ethan observait tout depuis l'extérieur. Parfois, il souriait. Parfois, il pleurait en silence. Mais il ne partait pour rien au monde. Quand la nuit tombait et que les visiteurs partaient, il entrait dans la chambre, arrangeait l'oreiller, vérifiait l'équipement et s'asseyait à côté d'elle. Il lui parlait, lui racontait ce qui s'était passé pendant la journée, lui racontait des blagues idiotes. Parfois, il lisait à haute voix. D'autres fois, il restait simplement assis en silence, lui tenant la main comme s'il ne voulait pas laisser la solitude s'approcher. Chaque nouveau jour, Ethan était quelqu'un de différent. Le gars nerveux du premier quart de travail marchait maintenant avec assurance. Il parlait calmement. Il avait une étincelle différente dans les yeux, une étincelle qui venait de la foi, de la certitude qui grandissait dans son cœur. Giulietta allait revenir et il serait là pour l'accueillir. Même ses collègues l'avaient remarqué. L'infirmière du quart de nuit lui a dit un soir « Tu as changé, Ethan, tu as l'air plus fort. » Et il répondit, en regardant le couloir sombre, « Ce n'est pas de la force, c'est elle. C'est elle qui me donne ça. Chaque fois qu'elle respire, c'est comme si elle me poussait en avant. » Giulietta se battait toujours. Chaque petit signe était une victoire. Et Ethan, même s'il était fatigué, même s'il ne se reposait pas, restait là, inébranlable, comme le gardien d'un château précieux. Car pour lui, prendre soin d'elle n'était plus seulement une obligation, c'était de l'amour. C'était un engagement envers la vie qui était toujours là, même si elle était silencieuse. C'était une aube tranquille. Camilla et sa mère étaient partis depuis quelques heures. Le clair de lune brillait faiblement à travers la fenêtre, éclairant un peu la pièce. Tout l'hôpital était endormi. Les couloirs étaient vides et seul le bruit des machines rompait le silence. Ethan était assis dehors, somnolent dans son fauteuil habituel. Il avait un manteau plié sur les jambes et la tête appuyée contre le mur. Soudain, quelque chose changea. Dans la chambre, les doigts de Giulietta bougèrent à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas tout. Ses paupières tremblaient violemment. Ses yeux lourds commencèrent à s'ouvrir lentement. Sa respiration changea. Elle devint plus rapide. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme différent. Elle regardait autour d'elle avec un air perdu et confus. Tout lui semblait étrange. La lumière, les sons, son propre corps.
Elle essaya de bouger, mais son bras répondait à peine. Ses yeux allèrent de gauche à droite jusqu'à ce qu'il se pose sur la porte entr'ouverte, et c'est là qu'elle le vit. Ethan était là, endormi, le visage fatigué, la barbe longue, les mains croisées sur les jambes, et d'une certaine manière, même si elle ne se souvenait pas de qui il était, quelque chose en elle lui disait qu'elle connaissait cet homme. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle d'une voix faible et rauque, comme si elle cherchait encore son chemin pour revenir. Ethan se réveilla en sursaut, comme s'il avait entendu un appel. Il ouvrit les yeux, prit une profonde inspiration, incapable de croire ce qu'il voyait. Elle était réveillée, les yeux ouverts, le regardant directement. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Ils se regardèrent comme s'ils s'étaient déjà vus dans leurs rêves. Il s'approcha du bord du lit, le visage illuminé d'un doux sourire. Excité. « Je suis Ethan, le médecin qui ne t'a pas laissé seul, Giulietta. » Ses yeux se remplirent de larmes. Une étincelle différente apparut, même si elle avait peur et se sentait faible. Elle essaya de dire quelque chose, mais sa voix ne sortait pas. Ethan lui prit lentement la main, comme il le faisait toujours, et passa son pouce sur ses doigts. « Tout va bien, tu es revenu, tu es ici avec moi. » Il était tellement ému qu'il pouvait à peine parler. Ses yeux étaient remplis de larmes, sa poitrine était serrée, comme si un grand poids lui avait été enlevé. Giulietta ferma à nouveau les yeux, mais cette fois-ci, c'était par épuisement. Elle n'était plus dans le coma, elle se reposait. Pour la première fois, un vrai repos. Ethan posa son front contre le sien, prit une profonde inspiration et murmura « Merci d'être revenu, merci d'avoir tenu bon. » Et là, dans ce silence de l'aube, deux cœurs se retrouvèrent véritablement. Après tant de luttes, tant de souffrances, tant de jours d'incertitude, Giulietta était revenue, et Ethan sentit enfin que tout cela en avait valu la peine. Les jours qui suivirent le réveil de Giulietta furent remplis d'excitation, de beaux silences et de petites victoires. Son rétablissement fut lent, comme si chaque partie de son corps devait lentement réapprendre à vivre. Mais elle était là, vivante, les yeux ouverts. Bien qu'encore fatiguée, la voix faible, elle était présente et souriante. Ah, le sourire revenait lentement chaque jour. Au début, elle ne pouvait que bouger la tête et murmurer quelques mots. Sa bouche était encore fermée et son corps semblait 2 fois plus lourd. Mais Ethan était toujours à ses côtés. Il lui apportait de l'eau avec une paille, lui peignait les cheveux avec soin et lui lisait des choses drôles juste pour voir le coin de sa bouche bouger. « Tu as souri, je l'ai vu », disait-il joyeusement. Elle secouait la tête et faisait semblant de ne pas avoir souri, mais ses yeux la trahissaient. Camilla ne la quittait jamais non plus. Elle arrivait chaque matin avec une nouvelle bêtise, une chanson, une blague ou une de ces histoires inventées qu'elle jurait être vraies. « Tu sais, ma sœur, pendant que tu dormais, le docteur Ethan est resté ici comme un petit chiot, assis devant la porte, complètement amoureux. J'ai tout vu. » Et Giulietta a essayé de rire, mais seul un soupir est sorti et ses yeux se sont remplis de larmes. Et Camilla a continué. « Je pense qu'il t'aime bien. Et tu l'aimes bien aussi, n'est-ce pas ? » « Bien sûr que oui. Il est vraiment beau et vraiment cool. » Giulietta roula lentement des yeux, mais sa réponse vint avec un sourire timide qui rendait tout plus beau. Clara, sa mère, était plus calme. Elle était assise sur le canapé, regardant sa fille, avec un amour trop grand pour sa poitrine. Parfois, elle pleurait en silence. Parfois, elle prenait la main d'Ethan, comme pour le remercier, sans avoir à dire quoi que ce soit. Elle savait que sans lui, l'histoire aurait été très différente. Avec le temps, Giulietta a retrouvé l'usage de la parole. Petit à petit, mot après mot, jusqu'au jour où elle l'a appelé par son nom complet, encore un peu confuse, mais avec une affection qui remplissait toute la pièce. « Ethan, tu es vraiment resté. » Il a arrêté ce qu'il faisait, l'a regardé et lui a répondu avec un sourire calme. « Je suis resté depuis le premier jour et je ne partirai que si tu me le demandes. » Giulietta le regarda avec émotion et acquiesça affectueusement. Petit à petit, elle commença à tout comprendre. Le changement de test, le diagnostic erroné, le temps qu'elle avait passé endormie alors que le monde pensait qu'elle était en train de partir. Et plus que ça, elle comprit que même si elle était dans le coma, elle n'avait jamais été seule. Elle a découvert la montre qu'il avait vendue, le test qu'il avait passé en secret, les nuits blanches, les chansons de sa sœur, les petits mots qu'il laissait sur la table, tout. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?» lui a-t-elle demandé un après-midi d'une voix calme. Ethan l'a regardé et lui a répondu sincèrement « Parce que je t'ai vu et j'ai su que tu ne pouvais pas partir. » Et Giulietta, les yeux remplis de larmes, se contenta de sourire, car ce sourire avait plus de force que 1000 mots,
Et chaque jour qui passait, malgré la thérapie, les médicaments et la fatigue, elle redevenait elle-même. Et Ethan, qui lui avait déjà sauvé la vie, découvrait maintenant que c'était peut-être elle qui sauvait son cœur. C'était un matin calme, le soleil brillait doucement à travers la fenêtre, lorsque Giulietta demanda « Tu étais seule dans la chambre ?» Camilla était partie chercher du jus, et sa mère se reposait sur un banc à l'extérieur. Ethan était assis à côté d'elle comme d'habitude, lisant à haute voix un article de journal sur d'anciennes recettes mexicaines, juste pour la distraire. Giulietta, les yeux fixés au plafond, était pensive, le visage calme, mais le regard plein de pensées inexprimées. Elle attendit qu'il finisse de lire, puis, d'une voix presque murmurée, elle demanda « J'étais dans le coma parce que je n'allais pas mourir. » Ethan arrêta de lire, posa soigneusement le journal, la regarda calmement, essayant de choisir ses mots, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il sentit une boule dans sa gorge. Il déglutit, resta silencieux pendant quelques secondes, respirant profondément, comme si ce moment était plus difficile que n'importe quelle opération ou garde à l'hôpital. Il la regarda droit dans les yeux et, d'une voix ferme mais émue, répondit « Quand je suis arrivé, tout le monde pensait que oui, tu n'allais pas revenir, que ce n'était qu'une question de jours, mais je t'ai vu et il y avait quelque chose. Je ne sais pas si c'était Dieu, mais quelque chose m'a dit « Elle n'est pas encore partie ». Il fit une pause, s'approcha un peu plus, lui prit doucement la main et ajouta « Je ne pense pas que tu étais simplement endormie. C'est magnifique. » Giulietta cligna lentement des yeux, comme si elle essayait de retenir ses larmes. Elle sourit un peu, émue, et répondit presque sans force. « Mais j'ai écouté. Parfois, j'écoutais Camilla, toi, la musique. » Ethan sourit aussi. Sa voix était plus douce. C'était donc vrai. Je l'ai senti. J'ai senti que tu écoutais, que tu avais juste besoin de plus de temps. Elle lui serra doucement la main. « Merci de ne pas être parti. » Ethan se rapprocha encore, la regarda dans les yeux comme s'il s'agissait de quelque chose de très précieux, et dit « Je ne suis jamais parti, Giulietta, pas même une seconde. » Et ils sont restés là, en silence, un beau silence, plein de vérité, plein de vie. Dehors, Camilla est apparue dans la porte vitrée, un verre de jus à la main et un sourire sur le visage. Elle les a vus tous les deux ensemble et est repartie lentement, comme si elle comprenait qu'à ce moment-là, le plus important n'était pas la médecine, ni la nourriture, ni le temps, mais cette rencontre, cet amour né au milieu de l'impossible. Chaque jour qui passait, Giulietta parlait davantage, souriait davantage, et la présence d'Ethan faisait déjà partie de sa vie comme s'il avait toujours été là. L'affection entre les deux n'était plus cachée ni dissimulée, elle était évidente. Elle se manifestait dans les longs regards, dans les mots doux, dans les silences qui en disaient plus long que n'importe quelle conversation. Un après-midi, Camilla est entrée dans la chambre avec une vieille boîte dans les mains. Elle était super excitée. « Docteur, regardez ce que j'ai trouvé dans le coffre de la chambre de Giulietta », a-t-elle dit joyeusement. Des trucs de l'époque où elle était à la fac. Dans la boîte, il y avait des livres, des cahiers remplis de notes, des papiers tachés de nourriture et même des photos d'elle portant un tablier coloré, tenant une cuillère en bois comme si c'était un trophée. Ethan prit l'un des cahiers et le feuilleta attentivement. Ses yeux brillaient. Chaque page contenait une recette différente, écrite d'une écriture ronde, parfois à moitié rayée, avec des commentaires amusants à côté. « Ne mets pas autant de sel, souvenir amer de la semaine dernière », lut-il à haute voix. Et Giulietta rit doucement depuis son lit. Elle avait presque gâché le dessert du prof ce jour-là. On aurait dit une soupe de la mer morte. Ethan rit aussi et la regarda tendrement. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu étais chef ? Parce que tu ne me l'as jamais demandé, » répondit-elle en haussant les épaules. Le jour même, après le boulot, il alla à la librairie et acheta 2 livres de cuisine mexicaine avec de grandes photos et des recettes traditionnelles. Le lendemain, il entra dans la chambre avec les 2 livres, comme s'il apportait un cadeau très spécial. « Je les ai choisis parce qu'ils contiennent du mole poblano. Je veux que tu m'apprennes à le préparer, » dit-il avec un sourire. Giulietta le regarda avec des étoiles dans les yeux. Elle passa sa main sur les couvertures comme si elle avait trouvé un petit morceau de son âme. « Je préparais du mole avec ma grand-mère. Elle disait que le secret était de cuisiner calmement et avec son cœur. Alors je pense que je suis dans le pétrin, » plaisanta Ethan. « Le calme, ce n'est pas mon truc, mais j'y mets tout mon cœur. » Elle rit et secoua la tête. « Alors tu es à mi-chemin. » Quand ils ne chantaient pas ou ne faisaient pas de thérapie, ils lisaient des recettes ensemble. Ethan notait tout dans un cahier, se trompait dans les noms des ingrédients, et Giulietta le corrigeait avec patience et bonne humeur. « C'est de l'épazote, Ethan, pas des spaghettis, ça y ressemble. »
Non, pas du tout, répondit-elle en riant si fort qu'elle toussa. Et au milieu des rires, des livres et des souvenirs, le lien entre eux grandissait comme une plante bien entretenue, forte, vivante et pleine de couleurs. Julieta racontait des histoires de son enfance, des Noëls chez sa grand-mère, des gâteaux qu'elle brûlait au début et des odeurs qu'elle sentait chaque fois que sa mère préparait du riz au lait à la cannelle. Ethan écoutait tout comme s'il regardait un beau film, car pour lui, entendre Julieta raconter ses histoires était le signe le plus clair qu'elle était vivante, qu'elle revenait, et que peut-être l'amour s'épanouissait lentement, mais sûrement, comme un plat bien préparé, simple, émouvant et impossible à oublier. Un après-midi, alors que le soleil tapait sur la fenêtre de la chambre, Ethan et Julieta étaient à nouveau plongés dans des livres de recettes. Son lit était couvert de feuilles de papier et de notes. Et Ethan, fronçant les sourcils, essayait de comprendre une recette de tamales qui semblait plus difficile à réaliser qu'une opération chirurgicale. « Ce n'est pas possible », marmonna-t-il en regardant le livre. « Comment rouler ça dans la feuille de maïs sans que ça s'effrite ?» Julieta, la voix encore faible mais pleine d'humour, rit doucement. « Avec de la patience, docteur, et avec des mains douces, pas des mains lourdes comme les vôtres. » Il laissa tomber le papier, leva les mains et feignit le désespoir. « Bon, c'est décidé. Je ferai mieux de rester médecin, parce que je ne suis pas doué pour la cuisine. » Elle rit à nouveau. Un rire magnifique et timide, mais tellement plein de vie qu'Ethan finit par rire avec elle, incapable de s'en empêcher. Il riait vraiment, comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. Il rit jusqu'à en avoir mal au visage, jusqu'à ce que sa poitrine soit toute chaude. Julieta le regarda avec tendresse, et la voix toujours enrouée dit « Tu ris comme un enfant ». Il s'arrêta, rapprocha la chaise du lit et répondit en riant « Je me sens comme un enfant avec toi. Tout ici me semble nouveau, même faire des erreurs est amusant. » Elle prit une profonde inspiration, comme pour profiter de l'instant, puis dit quelque chose qui laissa Ethan sans voix. « Tu es comme mon frère, mais en plus têtu. » Ethan sourit jusqu'aux oreilles. Il posa sa main sur sa poitrine, faisant semblant d'être offensé. « Plus têtu. Moi, qui suis d'un calme olympien. » Julieta ferma les yeux, toujours souriante, et secoua lentement la tête. « Tu es resté à mes côtés alors que personne d'autre ne croyait en moi. Seule une personne très têtue ferait ça. » Il baissa la tête un instant, ému d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Puis il leva les yeux et dit « Si c'est ça, être têtu, alors je veux être têtu pour toujours. » Elle tendit sa main faible et, avec effort, toucha doucement sa main. C'était un petit geste, mais tellement chargé de sens qu'Ethan sentit ses yeux se remplir de larmes. Ils restèrent ainsi pendant quelques minutes, sans se presser, sans besoin d'en dire plus. Deux cœurs marqués par des douleurs différentes, mais désormais unis par quelque chose de bien plus grand que le temps perdu, l'espoir, l'affection et le début d'un amour qui était né discrètement, mais qui remplissait déjà la pièce d'une lumière que personne ne pouvait éteindre. Le temps passa, et chaque petit progrès de Julieta était une célébration silencieuse entre elle, Ethan, Camilla et sa mère. Son visage avait déjà repris des couleurs. Ses forces revenaient lentement, comme quelqu'un qui réapprend à vivre après un très long sommeil. Julieta pouvait désormais s'asseoir avec de l'aide, mieux bouger ses bras et même faire quelques petits pas dans la pièce avec son déambulateur. Un après-midi où l'hôpital était particulièrement calme, Ethan entra dans la chambre avec deux petites roses dans un gobelet en plastique. Il les posa sur la table à côté du lit avec un sourire un peu nerveux. « Des fleurs pour vous, chef ?» Julieta sourit timidement et ajusta la couverture sur ses jambes. « Merci, docteur Têtu. » Il rit, tira une chaise et commença à lui parler de ses nouvelles idées pour sa rééducation physique. Mais avant qu'il n'ait fini, elle l'interrompit, la voix toujours douce mais pleine d'enthousiasme. « Ethan, tu vas m'aider à remarcher ?» Il s'arrêta immédiatement de parler. Son cœur battait à toute vitesse. Il la regarda avec toute la tendresse du monde. Julieta ne disait pas ça comme une simple faveur. Elle le disait comme quelqu'un qui réclame sa liberté, comme quelqu'un qui veut reprendre sa vie en main, même si elle ne sait pas trop comment. Ethan prit une profonde inspiration, se pencha en avant, la regarda droit dans les yeux et répondit avec un sourire mi-blagueur, mi-émouvant. « Seulement si tu me promets une chose. » Julieta haussa les sourcils avec curiosité. « Quand tu cuisineras à nouveau, tu devras m'apprendre à faire du mole poblano. Mais il faudra que ce soit bien fait, tu comprends ? Sinon, je continuerai à penser que les spaghettis sont un condiment. » Elle éclata d'un rire sincère, le genre de rire qui te fait fermer les yeux. « D'accord, mais je te préviens, le mole poblano demande de la patience. » « Alors c'est parfait, » répondit-il en lui faisant un clin d'œil. « C'est toi qui m'as appris la patience. » Son sourire s'élargit, plus optimiste. Elle tendit la main de toutes ses forces et Ethan la prit comme s'il acceptait une promesse très importante. Là,
Dans cette petite pièce qui sentait l'alcool et les médicaments, une vraie promesse est née. Pas une promesse d'hôpital pleine de mots compliqués, mais une promesse de vie, de compagnie, d'amour. Julieta savait que ça ne serait pas facile, que chaque pas serait une victoire durement gagnée. Mais avec Ethan à ses côtés, avec ce sourire qui semblait porter le monde, elle sentait qu'elle pouvait tout accomplir. Et Ethan savait que sa demande allait bien au-delà du simple fait de remarcher. C'était le début d'un nouveau voyage, et il serait là à chaque étape jusqu'à ce qu'il la voie danser dans la cuisine, rire et déborder de vie, comme elle aurait toujours dû l'être. Le grand jour arriva. Après des mois passés entre les machines, la kinésithérapie, les larmes et les sourires cachés, Julieta était prête à rentrer chez elle. Elle n'était pas complètement rétablie. Elle avait encore du mal à marcher seule. Ses bras ne faisaient pas toujours ce qu'elle voulait, mais son regard était celui de la victoire. Tout l'hôpital semblait différent ce jour-là. Les infirmières se tenaient dans le couloir pour lui dire bonjour. Certains médecins souriaient de loin. Tout le monde connaissait l'histoire. Ils savaient tous le combat que cette jeune femme et ce médecin têtu avaient mené ensemble. Ethan marchait à côté du fauteuil roulant, tenant le dossier d'une main et un petit bouquet de marguerites de l'autre. « Pour que tu puisses emporter un petit bout de cet endroit avec toi », dit-il en tendant les fleurs à Julieta. Elle les prit avec difficulté, mais avec un sourire si grand qu'il semblait illuminer tout le couloir. Camilla arrivait en sautillant derrière, portant un sac rempli de livres, de cahiers et même d'un ours en peluche. « Sœur, maintenant tu vas refaire des gâteaux, n'est-ce pas ? Je veux du gâteau aux carottes tous les jours. » Julieta rit un peu fatiguée mais heureuse, et répondit « Je dois d'abord réapprendre à casser les œufs sans casser la coquille. » Ils quittèrent de l'hôpital sous le soleil de l'après-midi, qui semblait plus beau simplement parce qu'elle partait. À la maison, l'adaptation fut lente. Le canapé est devenu un lit de fortune. Ils ont déplacé des chaises et enroulé des tapis, tout pour lui faciliter ses premiers pas. Ethan a aidé à tout. Il a guidé la famille, enseigné des exercices simples, s'est occupé de chaque détail, mais le meilleur est venu plus tard. Chaque jour, sans faute, Ethan frappait à sa porte, toujours avec des fleurs à la main, ou un morceau de gâteau de la boulangerie, ou un nouveau livre pour qu'ils puissent rire ensemble. Parfois, il arrivait fatigué après de longues journées de travail, mais toujours avec ce sourire que Julieta reconnaissait déjà de loin. Camilla, avec son esprit vif, lui a rapidement donné un surnom. « Mignon docteur !» criait-elle depuis la fenêtre lorsqu'elle le voyait arriver. « Allez, ma sœur, ton docteur est là. » Julieta riait et faisait semblant d'être en colère. Camilla va penser que c'est un surnom de vieil homme. Ethan riait aussi. Il se grattait la nuque, un peu gêné, mais il adorait qu'on l'appelle ainsi. Au fond, ce nom disait tout. Il n'était pas le médecin froid qu'on voit dans les films. C'était le médecin qui restait, qui croyait, qui devenait un ami, qui devenait un membre de la famille. À chaque visite, Ethan et Julieta se rapprochaient. Il apportait des nouvelles de l'hôpital, des histoires drôles sur les patients, de nouvelles chansons pour Camilla, et il trouvait toujours un moyen de rappeler à Julieta qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait. Et ainsi, au milieu de fleurs simples, de rires idiots et de regards affectueux, la vie est revenue dans cette maison. Une vie différente, plus lente, peut-être plus prudente, mais avec beaucoup plus d'amour. Après de nombreux mois de patience, de larmes, de physiothérapie et de petites victoires, le jour dont Julieta avait rêvé est enfin arrivé. Ce n'était pas parfait. Elle avait encore besoin d'aide pour marcher sur de longues distances. Ses bras se fatiguaient rapidement, mais son âme était à nouveau entière. Un dimanche après-midi, le soleil inondait la cuisine simple de la maison d'une lumière dorée. Ethan est arrivé comme d'habitude, un sac de courses à la main et le sourire aux lèvres. « Aujourd'hui, le chef est de retour dans la cuisine », a-t-il dit en faisant un clin d'œil à Camilla, qui riait déjà dans un coin. Julieta, assise sur une chaise près du comptoir, a ajusté son tablier sur ses genoux et a souri avec enthousiasme. « Seulement si tu promets de suivre mes ordres. »« Pas d'improvisation, docteur. Je suis très doué pour suivre les ordres, » a répondu Ethan en prenant un air sage. « Ouais, c'est ça, » plaisanta Camilla. Ils commencèrent avec des ingrédients simples. Du riz, du poulet, des oignons, des tomates. Julieta, le regard attentif, donnait des ordres d'une voix ferme mais aimante. « Hache l'oignon très finement, Ethan. Comme ça, personne ne pleurera. » Il saisit le couteau, un peu maladroitement, et commença à hacher, mais il se mit rapidement à pleurer, à tousser et à faire des grimaces. « Finement ? Oui, je vais essayer, mais ne pas pleurer, c'est trop me demander. »
Julieta a éclaté de ce rire libre qu'il rêvait d'entendre depuis si longtemps. « Maintenant, fais dorer le riz. Ne le laisse pas brûler, hein ?» a-t-elle dit sérieusement, comme si elle lui confiait la mission la plus importante au monde. Ethan obéit, jeta le riz dans la casserole, remua un peu et alla raconter une blague idiote à Camilla. Quand il regarda à nouveau la casserole, il était trop tard. Une odeur de brûlé se répandit rapidement. Camilla se couvrit le nez en riant, et Julieta, qui essayait de se retenir, finit par éclater de rire. Ethan dit entre deux éclats de rire, les larmes aux yeux, « Tu ferais un cuisinier épouvantable. » Il fit semblant d'être offensé, se frappant la poitrine. « Et je voulais juste donner une touche spéciale. Un goût de rôti. Ça a plutôt le goût d'un barbecue au feu de camp, » ajouta Camilla en riant aussi. Julieta riait tellement fort qu'elle dut s'essuyer les yeux avec la manche de son chemisier. Et à ce moment-là, dans cette cuisine pleine de fumée et d'amour, elle se sentit plus vivante que jamais. Ethan s'approcha, s'agenouilla à côté de sa chaise et lui parla avec un sourire affectueux. « Ris autant que tu veux, chef, parce que je préfère que tu te moques de moi plutôt que de passer 1 minute sans voir ce sourire. » Elle le regarda avec des yeux brillants d'émotion et répondit « Si tu es prêt à brûler le riz juste pour me voir heureuse, alors tu mérites d'être mon assistante officielle. » Et entre les casseroles brûlées, les rires sincères et les regards qui en disaient plus long que n'importe quel mot, Ethan et Julieta continuèrent à construire, brique par brique, la plus belle histoire que l'on puisse vivre, celle de 2 cœurs qui se sont trouvés au moment le plus inattendu et ont décidé de ne plus jamais se séparer. L'après-midi était calme. Une lumière dorée filtrait à travers les fenêtres ouvertes, apportant une douce brise qui faisait bouger les rideaux. Dans le petit salon tout simple, le silence n'était rompu que par la respiration calme de Camilla, qui dormait recroquevillée sur le canapé, serrant un oreiller dans ses bras. La cuisine sentait encore le riz brûlé et les rires étouffés. Julieta était assise dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre, les cheveux attachés à la va-vite, une couverture sur les jambes. Ethan était à côté d'elle, assis par terre, le dos contre le mur, le regard fixé, sans dire un mot. C'était un beau silence, le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. Soudain, Julieta tendit la main. Ethan la regarda avec surprise, mais la prit bientôt tendrement, comme s'il tenait quelque chose de fragile et de précieux. Sa main était plus chaude, plus forte que dans ses souvenirs. Il la serra doucement, puis, d'une voix basse, presque un murmure, elle demanda « Je ne comprends pas pourquoi tu es resté, même si tout le monde est parti. » Toka, quand te si est. Ethan ferma les yeux un instant. La question resta en suspens, lourde et pourtant si pleine de tendresse qu'elle lui faisait mal à la poitrine. Il prit une profonde inspiration, se tourna vers elle et parla d'une voix calme qui venait du fond de son cœur. « Parce que dès le premier jour, quelque chose en toi m'a dit que ce n'était pas la fin. » Il parla lentement, chaque mot rempli de tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait ressenti, tout ce qu'il n'avait pu expliquer à personne pendant ces mois. Il ne savait pas ce que c'était, il ne savait pas si c'était la foi, si c'était l'espoir. Il continua, la voix légèrement brisée. Il savait seulement que lorsqu'il la voyait, même s'il ne pouvait pas entendre sa voix, même si elle était allongée là, immobile, quelque chose en lui criait qu'elle avait encore une histoire à vivre. Julieta ferma les yeux, laissant couler davantage de larmes, et Ethan passa doucement son pouce sur le dos de sa main, comme pour la réconforter, comme pour la remercier. « Je ne pouvais pas partir, dit-il. Pas après avoir ressenti ça, pas après avoir vu tes yeux, même s'ils étaient fermés, ils me parlaient. » Elle essaya de sourire à travers ses larmes et ouvrit lentement les yeux, le regardant comme si elle pouvait voir toute la vie qui lui restait à vivre. Une vie qui avait failli être perdue, mais qui était maintenant là, battante, chaleureuse, forte. « Tu m'as sauvée, » dit-elle d'une voix tremblante. Ethan secoua la tête avec un sourire humble et tendre. « C'est toi qui as été sauvée, Julieta. Je suis juste resté pour te le rappeler. » Ils restèrent silencieux, profitant simplement de la chaleur d'être là ensemble. Le bruit du vent dans les feuilles à l'extérieur ressemblait à de la musique. Camilla dormait toujours sur le canapé, serrant son oreiller dans ses bras, comme si elle protégeait inconsciemment ce moment. Et dans ce regard partagé et ces promesses silencieuses, Julieta et Ethan comprirent que certaines décisions viennent du cœur avant même qu'on les comprenne, et que lorsqu'on croit vraiment en quelqu'un, même la vie trouve un moyen de recommencer. Le temps passa, et ce lien né dans le silence de l'hôpital ne fit que se renforcer. C'était comme si tout le monde savait qu'il y avait quelque chose de spécial entre eux, mais personne ne disait rien. Tout le monde le respectait,
Tout le monde leur souhaitait silencieusement bonne chance. C'était un après-midi pluvieux, un de ces après-midi où l'eau frappe le toit en tôle et semble chanter une chanson tranquille. Ethan était dans la cuisine, aidant Clara à essuyer la vaisselle, tandis que Camilla jouait dans le patio couvert, essayant d'attraper les gouttes de pluie avec sa main. Julieta, assise près de la fenêtre, regardait la rue mouillée avec un sourire serein. L'odeur de la terre humide emplissait la maison. Le bruit de la pluie rendait tout plus beau, comme si le temps avait ralenti, juste pour qu'ils puissent vivre ce moment en paix. Ethan finit de l'aider et se dirigea lentement vers elle, sans se presser. Il se tint à côté de la chaise et regarda lui aussi par la fenêtre. « J'ai toujours aimé les jours comme celui-ci », dit-il, rompant le silence. On dirait que tout le monde respire plus lentement. Julieta le regarda avec des yeux brillants qui n'avaient pas besoin de mots. « Moi aussi », répondit-elle doucement. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent sans rien dire, sans avoir besoin d'expliquer ce qui était déjà clair. Ethan s'agenouilla devant elle, posa sa main sur la sienne, et pendant un instant, tout autour d'eux disparut. Le bruit de la pluie, le rire de Camilla, même l'horloge semblait s'être arrêtée. « Tu es mon rayon de soleil après la tempête », dit-il, la voix pleine d'émotion. Julieta sourit, un sourire qui mêlait gratitude, affection et quelque chose qu'elle gardait dans son cœur depuis longtemps. Et ainsi, lentement, sans précipitation, le cœur battant fort, Ethan se rapprocha un peu et pressa ses lèvres contre les siennes. C'était un baiser tendre, plein d'attention, plein de la certitude que tout cela avait été gagné au prix de beaucoup de douleurs et de luttes et méritait d'être vécu de la plus belle manière possible. Julieta ferma les yeux et se laissa emporter par ce baiser tranquille, comme si à cet instant tout reprenait son sens. La peur, la douleur, le temps perdu, tout était derrière eux. Le bruit de la pluie continuait dehors, mais à l'intérieur de la maison, il n'y avait que le beau silence de deux cœurs qui s'étaient enfin retrouvés après tant d'attente. Quand ils se séparèrent, les yeux toujours fermés, Julieta murmura « Je savais que tu n'étais pas seulement un médecin, tu étais mon miracle. » Ethan posa son front sur le sien, souriant les yeux fermés, et répondit « Et toi, tu es ma vie qui recommence. » Cet après-midi pluvieux, à l'abri des regards, leur amour était véritablement né de la plus belle manière qui soit, de la manière la plus éternelle qui soit. Après tout ce qu'ils avaient vécu, Ethan savait que cette histoire devait être racontée. Il ne s'agissait pas seulement de médecine, il ne s'agissait pas seulement d'erreur ou de chance, il s'agissait de croire quand personne d'autre ne croyait. Il s'agissait d'écouter son cœur quand les études disaient le contraire. Une nuit calme, déjà allongé sur le petit matelas de la petite chambre qu'il louait, Ethan ouvrit son vieux portable, prit une profonde inspiration et commença à écrire. Les mots venaient lentement au début, comme si chaque lettre portait le poids de tout ce qu'il avait gardé dans son cœur. Le titre est venu en premier, « L'erreur qui a sauvé une vie, le cas Valenzuela ». Et la première phrase, qui semblait être prête dans sa tête depuis longtemps, est apparue à l'écran. Elle dormait, et j'ai décidé d'attendre. Il a fixé cette phrase pendant quelques minutes, sentant qu'elle disait tout ce qui était important. Puis il a continué à raconter l'histoire avec simplicité, sans utiliser de mots compliqués. C'était l'histoire d'une jeune femme diagnostiquée avec une tumeur en phase terminale, mise au lit pour attendre la fin, mais qui n'a jamais vraiment cessé de se battre. Il a raconté comment, au début, il se contentait de suivre les ordres, n'ayant pas le courage de poser des questions à son sujet. Comment chaque respiration légère lui faisait ressentir un doute et un espoir que personne d'autre ne semblait avoir. Il a écrit sur la nuit où, incapable de dormir, il a décidé de faire secrètement une analyse de sang, sur la peur de se tromper, sur le désespoir d'être juste un nouveau médecin face à tout un système, sur le jour où il a vendu sa montre de fin d'études, un cadeau de sa mère, pour payer un nouveau scanner. Il a décrit le moment où il a vu les résultats négatifs, où il n'y avait pas de tumeur, et la colère qu'il a ressentie lorsqu'il a réalisé qu'ils étaient sur le point d'enterrer une vie à cause d'un diagnostic erroné. Il a raconté le combat silencieux, la lutte qu'il a menée sans crier, mais avec courage, simplement parce qu'il croyait en ce qu'il voyait. Et surtout, il a parlé de Julieta, cette femme qui a résisté en silence, qui pleurait les yeux fermés, qui écoutait de la musique et des histoires pendant son sommeil, qui n'a pas abandonné même lorsque le monde entier l'avait déjà abandonné. Il a écrit sur le premier mouvement de ses doigts, sur le premier sourire timide, sur le premier mot murmuré et sur le premier baiser un après-midi pluvieux où le temps semblait s'être arrêté rien que pour eux. Il a terminé l'article en disant que la médecine a besoin de technique. Oui,
Mais plus que tout, elle a besoin d'humanité. Elle a besoin de personnes qui regardent le patient et voient au-delà des papiers, au-delà des chiffres. Avant d'envoyer le texte au magazine, il l'a relu et, les larmes aux yeux, Ethan a souri. Ce n'était pas seulement une histoire sur la médecine, c'était une histoire sur la foi, sur l'amour, sur une seconde chance. Il a cliqué sur « Envoyer » et a fermé son ordinateur portable. Puis, regardant par la fenêtre de la petite pièce, Ethan murmura dans la nuit silencieuse « Merci Giulietta de m'avoir appris à attendre et de m'avoir appris que parfois les plus grands miracles se produisent quand on décide de rester. » L'histoire de Giulietta et Ethan ne resta pas entre les murs de cette petite maison pleine d'espoir. L'article qu'Ethan a écrit a été lu par des médecins de nombreux endroits, et il n'a pas fallu longtemps à l'hôpital où tout s'était passé pour comprendre qu'il fallait changer. L'erreur commise avec Giulietta était grave, une erreur qui avait failli coûter la vie à une personne qui avait encore tant à vivre, et qui ne pouvait plus être ignorée comme si de rien n'était. Les directeurs se sont réunis, des médecins sont venus d'autres villes, des journalistes sont venus. Le nom d'Ethan a commencé à être entendu dans tous les couloirs, mais pas comme celui de quelqu'un en quête de gloire ou de récompense. C'était différent. On parlait de lui comme d'un exemple de quelque chose que l'hôpital avait oublié, l'humanité. Tous les protocoles ont été revus. Désormais, avant de confirmer un diagnostic grave, il était obligatoire de refaire tous les tests dans un autre laboratoire sans se fier uniquement aux documents précédents. Une nouvelle équipe a été créée spécialement pour examiner les cas sensibles. Les nouveaux médecins ont commencé à recevoir plus de soutien, plus d'espace pour parler, poser des questions, douter quand quelque chose ne semblait pas correct. Les murs froids de l'hôpital ont commencé à se remplir de nouvelles affiches, non pas avec des avis de silence ou d'interdiction, mais avec des phrases simples et puissantes. Avant d'abandonner quelqu'un, écoute ce que te dit ton cœur. L'humanité est le meilleur remède. Les collègues ont regardé Ethan différemment. Les médecins avec des années d'expérience, les infirmières, même les directeurs. Beaucoup sont venus lui parler, pas seulement pour le féliciter, mais aussi pour le remercier. « Tu nous as rappelé quelque chose qui ne doit pas être oublié », a dit l'un des responsables régionaux en lui serrant fermement la main. Ethan, timide, a juste souri et répondu « J'ai juste fait ce que je pensais être juste. » Pour Giulietta, il était le héros silencieux. Pour Camilla, il était le gentil médecin qui guérissait plus avec son cœur qu'avec n'importe quel médicament. Et pour tout l'hôpital, Ethan est devenu le symbole de quelque chose de plus grand, un rappel vivant que derrière chaque étude, chaque diagnostic, chaque feuille, il y a un être humain qui mérite d'être vu, entendu et, surtout, soigné avec amour. Et dans cet endroit, qui semblait autrefois n'être qu'un bâtiment de plus rempli de règles, l'histoire de Giulietta et Ethan a commencé à être racontée à chaque nouveau médecin qui arrivait. Non pas comme un récit d'essais et d'erreurs, mais comme la plus grande leçon que la médecine puisse enseigner. Que parfois, sauver une vie commence simplement par rester à ses côtés quand tout le monde est parti. Le temps a été généreux avec Giulietta. Après tant de difficultés, elle ne voulait pas seulement survivre. Elle voulait vraiment vivre. Elle voulait faire ce qu'elle aimait, ce dont elle avait toujours rêvé depuis qu'elle était petite. Cuisiner, enseigner, partager l'amour à travers la nourriture. Avec l'aide d'Ethan, de sa mère et de son amie inséparable Camilla, Giulietta est retournée à l'école. Au début, c'était difficile. Son corps se fatiguait encore facilement et parfois ses mains tremblaient un peu, mais son envie était plus forte que n'importe quelle difficulté. Elle est retournée en classe avec son cahier serré contre sa poitrine et un sourire timide sur le visage. Elle s'asseyait toujours au premier rang. Elle écoutait attentivement chaque mot prononcé par les professeurs, comme si chaque cours était un cadeau précieux. Ses camarades de classe ont vite remarqué que Giulietta n'était pas comme les autres. Elle avait dans les yeux la force de quelqu'un qui avait affronté le pire et qui avait gagné. Des années plus tard, son diplôme de cuisine en poche, Giulietta a voulu fêter ça de manière simple mais significative. Elle a réuni sa famille et ses amis pour un déjeuner qu'elle avait préparé elle-même. Elle a cuisiné pendant des heures, riant, pleurant, humant l'arôme des casseroles, comme une musique qui embrassait son cœur. Ethan était bien sûr présent, les yeux brillants de fierté. Camilla était là aussi, sautant de joie et prenant des photos de tout. Mais Giulietta voulait plus. Elle savait que beaucoup de gens dans le quartier avaient besoin d'espoir. Le même espoir qui lui avait tenu la main à l'hôpital un jour. Alors, avec ses économies, les dons de ses amis et beaucoup de courage, elle a ouvert une petite cuisine communautaire sur la place du quartier. L'endroit était simple, avec des murs bleu clair, des tables en bois, une grande cuisinière
et des étagères remplies d'ingrédients colorés, mais il était magique. Là, Giulietta a appris à de jeunes mères à cuisiner, leur apprenant à transformer le peu qu'elles avaient en plats délicieux et savoureux qu'elles pouvaient vendre sur les marchés, et qui les aidaient à la maison. Chaque recette était enseignée avec patience, comme si elle partageait un secret de famille. Chaque plat était préparé avec amour. Cuisiner, c'est plus que nourrir le corps, disait-elle à ses élèves. Cuisiner nourrit aussi le cœur, et ceux qui cuisinent avec amour ne sont jamais seuls. Les mères quittaient le cours non seulement avec des recettes, mais aussi avec un espoir renouvelé. Elles emportaient avec elles le courage de celles qui apprennent qu'elles peuvent changer leur histoire de leurs propres mains. Giulietta le savait, car elle en était elle-même la preuve vivante. Et chaque après-midi, après les cours, lorsque la cuisine était remplie de rires, d'odeurs de gâteaux en train de cuire et de casseroles bouillonnantes, elle levait les yeux vers le ciel et rendait grâce en silence. Elle rendait grâce d'avoir vécu, d'avoir cru et d'avoir quelqu'un comme Ethan, qui un jour avait décidé de ne pas partir. Dans cette cuisine pleine de vie, Giulietta enseignait bien plus que des recettes. Elle enseignait à ne jamais abandonner, à croire en l'impossible, à transformer la douleur en amour. Et chaque plat qui en sortait portait en lui un petit morceau de la plus belle histoire que le quartier ait jamais connue. 1 an s'était écoulé depuis le jour où Giulietta avait ouvert les portes de sa cuisine communautaire. Beaucoup de choses avaient changé. Les mères qui pleuraient parce qu'elles ne savaient pas comment nourrir leurs enfants souriaient désormais en vendant leurs plats au marché. Les jeunes qui n'avaient jamais tenu une cuillère en bois préparaient désormais des gâteaux qui fondaient dans la bouche. Et Giulietta était le cœur de cet endroit, toujours vêtue de son tablier fleuri, les cheveux attachés avec un foulard coloré, et la même étincelle dans les yeux qu'au début. Ethan était toujours à ses côtés, comme toujours, l'aidant quand il le pouvait. Il peignait la façade de la cuisine, portait des sacs de farine et riait quand il brûlait le pain. Il faisait partie de tout cela, mais il y avait quelque chose qu'il gardait encore pour lui. Un sentiment qui grandissait à chaque sourire de Giulietta, à chaque câlin de Camilla, à chaque jour vécu en paix. C'est alors qu'il prit sa décision. Cet après-midi-là, le ciel était dégagé, le soleil brillait. Giulietta venait de terminer un cours avec un groupe de filles et nettoyait les tables de la cuisine. Ethan arriva en souriant, cachant quelque chose derrière son dos. « Tu es occupé, chef ?» demanda-t-il avec ce regard d'enfant qui a encore peur de faire une erreur. « Toujours, docteur », répondit-elle sans se retourner, déjà habituée à ses visites. « Alors arrête tout, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le riz. » Osla s'arrêta, se retourna lentement et vit Ethan qui lui tendait une assiette recouverte d'un torchon. Dessus, il y avait du riz brûlé, tout collé au fond, et à côté, une de ces fleurs jaunes qu'on vend au marché pour quelques pièces. « Tu n'as pas fait ça ?» dit-elle en riant déjà. « Si, je l'ai fait. Je l'ai brûlé comme d'habitude, mais cette fois, c'était exprès. » Giulietta croisa les bras, le regardant avec méfiance. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ethan fit un pas en avant. Il s'agenouilla là, au milieu de la cuisine toute simple, entre les casseroles et la farine par terre. Il sortit une petite boîte de sa poche, mais ne l'ouvrit pas tout de suite. D'abord, il parla avec son cœur. « Giulietta, tu m'as appris ce que signifie vivre. Tu m'as montré que l'amour peut fleurir même quand on s'y attend le moins. Et je ne veux pas seulement être à tes côtés. Je veux être ton foyer, ta certitude, ton calme. » Il ouvrit la boîte. Une bague simple et délicate scintillait dans la lumière de l'après-midi. « Veux-tu m'épouser ?» Giulietta porta ses mains à sa bouche, rit, pleura et secoua la tête comme si elle n'arrivait toujours pas à croire ce qui se passait. Puis elle s'essuya les yeux et dit « Seulement si tu promets de ne plus jamais cuisiner. » Il a ri fort, ému, et a répondu « Je te le promets, mais je continuerai à brûler le riz juste pour voir ton sourire. » Et là, entre rires et larmes, elle a dit oui. Un oui qui exprimait plus que de l'amour, il exprimait de la gratitude, le dépassement de l'adversité et tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Un oui qui a finalement scellé l'amour né là où personne ne croyait qu'il y avait encore de la vie. Camilla, qui observait cachée derrière la porte, courut dans la cuisine en sautant et en criant. Elle lui avait demandé de l'épouser. Elle lui avait demandé. Elle le savait. Maintenant, c'était officiel. Le tendre médecin allait devenir son beau-frère. Et tout le monde rit. Ils rirent de tout leur cœur, car cet amour construit dans le silence, dans l'attente, dans la foi, était désormais éternel. Le son des rires a rempli la cour de la petite maison. C'était la fin de l'après-midi, et le ciel était peint de couleurs chaudes, comme si le soleil voulait rester un peu plus longtemps, juste pour regarder la scène.
La table en bois était pleine de plats simples, de tortillas, de riz, de haricots, d'une cruche de thé à l'hibiscus et au centre, d'un gâteau qui fumait encore. L'odeur sucrée se mêlait à celle de la terre humide et des fleurs du jardin. Julieta était assise à gauche, les cheveux détachés, un foulard léger autour du cou et ce sourire qui revenait toujours lorsqu'elle était entourée des personnes qu'elle aimait. De l'autre côté se trouvait Ethan, sa chemise légèrement tachée de farine, faisant toujours semblant de savoir cuisiner et riant de lui-même comme il l'avait fait depuis le premier jour. À côté de lui, la mère de Julieta, Clara, le visage serein, coupait le pain d'une main sûre. Au bout de la table, Camilla, un peu plus âgée mais toujours aussi espiègle, rejetait ses cheveux en arrière et parlait à tout le monde à la fois. C'était plus qu'un déjeuner, c'était le portrait de la vie qu'il avait gagnée, de la foi qu'il n'avait pas abandonnée, de l'espoir qui subsistait même quand tout semblait perdu. Ethan rit en racontant le jour où il avait essayé de faire des crêpes et où elles avaient toutes collé à la poêle. Julieta rit si fort qu'elle dut se pencher en arrière sur sa chaise, la main sur la poitrine. Clara dit que s'il n'en tenait qu'à lui, le petit déjeuner ne serait rien d'autre que du pain brûlé et de la bonne humeur. Et Camilla, les yeux brillants de joie, applaudit et dit « Le meilleur mauvais cuisinier du monde ». Ethanas. Puis, dans un moment qui semblait avoir été planifié par la vie elle-même, Camilla a attrapé le téléphone portable qui enregistrait tout et l'a pointé vers la table. Elle a posé son coude sur le bois, a souri à la caméra et a parlé d'une voix douce et ferme, pleine d'émotion. Il a sauvé ma sœur, mais elle a sauvé son cœur. Tout le monde est resté silencieux pendant une seconde. Julieta a regardé Ethan. Ethan a regardé Julieta. Ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit. Ce qu'il y avait entre eux était déjà plus fort que n'importe quel mot. Camilla a éteint son téléphone portable. Et le silence de cet instant a été rompu par un autre rire de la mère, une autre blague d'Ethan, un autre sourire de Julieta. La caméra continuait à filmer le ciel, leurs mains qui se croisaient sur la table, leurs yeux pleins d'affection, le vent doux qui jouait avec les cheveux de Camilla. Et là, dans cette scène toute simple, le miracle continuait. Un miracle qui ne venait pas des machines ou de la médecine, mais de l'amour, de la persévérance, de l'espoir tenace d'un médecin qui est resté et d'une femme qui a décidé de vivre. La vidéo se termine par le son du rire, le son le plus pur qui soit. Car quiconque entend ce son sait que personne n'a été vaincu ici. Il n'y a que la vie. Dans cette histoire, quelle a été selon vous la décision la plus courageuse? Enfreindre les règles ou ne pas abandonner l'espoir? Partagez votre avis dans les commentaires et avant de partir, jetez un œil à nos autres histoires à l'écran. Je suis sûr qu'elles vous plairont aussi.